Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans. Ce soir-là, au restaurant Le Céleste, perché sur la colline de Fourvière avec une vue imprenable sur Lyon, j'ai cru que j'avais enfin trouvé ma place. Ma mère, Sylvie, a ricané et m'a dit que je ne faisais même pas partie de cette famille. J'ai levé mon verre, le cœur battant à tout rompre, et j'ai répondu d'une voix que je ne me connaissais pas, « Parfait. » Alors ne me demandez plus un centime. Son sourire s'est figé. Le visage de mon père est devenu blême. Un silence de mort est tombé sur la table. C'était la fête pour ses 60 ans. Et c'était le début de la fin de tout ce que j'avais connu. Ou peut-être, le véritable commencement de ma vie. Avant que je vous raconte en détail comment nous en sommes arrivés à ce point de non-retour, cette soirée qui a fait basculer nos vies à jamais, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cela me touche toujours énormément de lire vos messages et de savoir que nous partageons ce moment ensemble. Pendant 6 ans, depuis la fin de mes études, j'avais été la bouée de sauvetage financière de ma famille. La personne vers qui tout le monde se tournait quand les temps devenaient durs. Factures médicales, réparation de voitures, mensualité de la maison, j'ai tout couvert, sans jamais me plaindre. J'étais naïve. Je croyais que ma générosité était une preuve d'amour, que cela me donnait une valeur inestimable à leurs yeux. Quelle erreur! Assise à cette table, dans ce restaurant chic que j'avais moi-même réservé et que j'allais payer, j'ai vu le masque de ma mère tomber. Son visage, habituellement si familier, s'est tordu en une grimace cruelle. J'ai su, au plus profond de mes entrailles, qu'elle allait prononcer des mots qui allaient briser en 1000 morceaux l'image que je m'étais faite de ma propre famille. Le restaurant était élégant, sans être ostentatoire. Des lumières chaudes, des boiseries sombres, le murmure feutré des conversations des autres tables. J'étais arrivée 30 minutes en avance pour m'assurer que tout soit parfait. J'avais commandé un magnifique bouquet de pivoine, les fleurs préférées de mon père, Jean-Pierre. J'avais même sélectionné une bouteille de côte-rôtie, un vin qu'il adorait mais ne s'offrait jamais, malgré son prix exorbitant. Tout devait être parfait. Pour lui. Pour nous. Ils sont arrivés tous ensemble, comme une unité compacte dont j'étais, d'une manière ou d'une autre, toujours exclue. Mon père avait l'air si distingué dans le blazer bleu marine que je lui avais offert à Noël. Il avait repris des couleurs depuis sa lourde opération du cœur quelques mois plus tôt. Ma mère portait sa plus belle robe, une pièce en velours bordeaux, et s'était visiblement appliquée sur sa coiffure et son maquillage. Mon frère aîné, Mathieu, est arrivé avec sa femme, Élise, et leurs 2 enfants, Léa et Hugo. Mathieu, le « Golden Boy », celui qui avait toujours eu une aura de confiance en lui, le favori incontesté de ma mère. Élise, toujours impeccable, souriante mais avec un regard que je trouvais parfois fatigué. Et puis il y avait Lucas, mon petit frère de 26 ans, le charmeur, l'artiste incompris, celui à qui on pardonnait tout. Et au milieu, il y avait moi. Chloé. 28 ans, célibataire depuis ma rupture avec Julien 3 mois plus tôt. Il m'avait quitté en disant que j'étais trop investie dans les problèmes des autres pour construire notre propre vie. Sur le moment, sa remarque m'avait blessée, je l'avais trouvé égoïste. Mais ce soir-là, assise seule face au couple et aux familles, ces mots résonnaient en moi avec une vérité dérangeante. Eh bien, Chloé, tu ne fais pas les choses à moitié, a sifflé Lucas en regardant autour de lui. Ça a dû coûter une fortune. J'ai simplement répondu, c'est les 60 ans de papa. Il mérite ce qu'il y a de mieux. C'est là que j'ai vu la première fissure dans le masque de ma mère. Son sourire s'est légèrement crispé. Certains d'entre nous croient qu'il faut vivre selon ses moyens, a-t-elle glissé, assez bas pour que seul moi et peut-être Élise puissions entendre. J'ai ignoré la pique. Cette soirée était pour mon père. Je ne laisserai pas l'humeur de ma mère la gâcher. Nous nous sommes installés, et j'ai discrètement fait un signe de tête au serveur. Nous nous étions arrangés plus tôt. J'avais déjà donné ma carte de crédit pour qu'il n'y ait aucun moment gênant au moment de l'addition. Je voulais que mon père se sente comme un roi, sans se soucier du coût. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Je payais pour un bonheur familial dont je sentais déjà que je ne faisais pas vraiment partie. Le vin a été servi, les rires ont commencé à fuser, principalement grâce à Lucas et ses anecdotes. Mon père rayonnait. Et pendant un instant,
J'ai cru que tout irait bien. J'ai cru que l'amour pouvait, juste pour une soirée, triompher des non-dits et des ressentiments. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était pas une simple soirée. C'était un tribunal. Et j'étais l'accusé, sans même connaître les chefs d'inculpation. La soirée ne faisait que commencer, et le pire était encore à venir. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette table, où mon monde a commencé à se fissurer. Pour comprendre la bombe qui a explosé ce soir-là, il faut comprendre les fondations fissurées sur lesquelles notre famille était construite. J'ai grandi à Villeurbanne, dans une petite maison où l'amour était distribué de manière inégale. J'étais l'enfant du milieu, prise en étau entre deux forces de la nature. Mathieu, de 3 ans mon aîné, était le soleil autour duquel ma mère gravitait. Il était le capitaine de l'équipe de foot du lycée, populaire, charismatique. Je me souviens d'une fois où il avait marqué le but de la victoire lors d'un match important. Toute la ville en parlait. Ma mère avait organisé une fête surprise, elle pleurait de fierté. La semaine d'avant, j'avais gagné le premier prix d'un concours de mathématiques régionales. Quand je lui ai montré mon diplôme, elle a simplement dit « C'est bien, ma chérie », avant de me demander si j'avais pensé à sortir le poulet du congélateur pour le dîner. Puis il y avait Lucas, 2 ans plus jeune que moi. Le bébé de la famille. Un artiste dans l'âme, charmant, capable de se sortir de n'importe quelle situation avec un sourire désarmant. Un jour, il a cassé un vase de collection qui appartenait à notre grand-mère. J'étais terrifiée pour lui. Quand ma mère l'a découvert, il a simplement dit avec ses grands yeux tristes, « Je voulais juste voir si les fleurs que j'ai cueillies pour toi iraient bien dedans. » Non seulement il n'a pas été puni, mais il a eu droit à un câlin. Si ça avait été moi, j'aurais été privée de sortie pendant 1 mois. Moi, j'étais Chloé. La sérieuse. La bonne élève. Celle qui ne faisait pas de vagues. Pendant que Mathieu était sur les terrains de sport et que Lucas charmait son monde, je passais mes après-midi à la bibliothèque municipale. Je me suis jetée à corps perdu dans les études, pensant que si je ne pouvais pas être la plus aimée, je serais au moins la plus indispensable. Si mes notes étaient parfaites, si mes réussites étaient irréprochables, alors peut-être, un jour, ma mère me regarderait avec la même fierté qu'elle réservait à Mathieu. Les problèmes financiers ont commencé quand j'avais 15 ans. L'entreprise de construction de mon père a été durement touchée par la crise économique. Les chuchotements anxieux au-dessus des factures sur la table de la cuisine sont devenus une routine. J'ai vu le visage de ma mère se décomposer quand elle a dû nous annoncer qu'il n'y aurait pas d'argent pour de nouveaux vêtements pour la rentrée. Mathieu était déjà à l'université avec une bourse sportive, mais cela ne couvrait pas tout. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je ne voulais plus jamais voir cette expression d'angoisse sur le visage de mes parents. J'étudierais la finance, je gagnerais bien ma vie, et je m'assurerais qu'il n'ait plus jamais à s'inquiéter. J'ai travaillé à temps partiel dans une boulangerie pendant mes 2 dernières années de lycée, économisant chaque centime pour mes études tout en maintenant une moyenne impeccable. Quand j'ai reçu la lettre d'acceptation pour l'EM Lyon, l'une des meilleures écoles de commerce de France, avec une bourse au mérite, j'ai cru que c'était ma victoire. Pour la première fois, j'ai vu mon père pleurer de joie. Ma mère a dû admettre à contre-cœur que j'étais intelligente. Mais il y avait toujours un « mais ». Chloé est intelligente, mais elle n'a pas le leadership naturel de Mathieu. Ou bien, elle est très travailleuse, mais elle n'a pas le talent artistique de Lucas. L'école de commerce a été une révélation. Les chiffres avaient un sens pour moi, une logique que les relations humaines n'avaient jamais eue. J'excellais. Je donnais même des cours de soutien à d'autres étudiants. Et c'est là que le premier appel est arrivé. Chloé, ma chérie. La voiture de ton père est en panne et nous n'avons pas les moyens de payer les réparations. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai viré 500 € de mes gains de tutorat, l'argent que j'avais mis de côté pour mes propres livres. 2 mois plus tard, c'était une facture médicale inattendue. 300 €. Puis une mensualité de crédit en retard. L'assurance voiture de Lucas. Le schéma s'est installé si progressivement que je l'ai à peine remarqué. Je suis devenue la solution d'urgence. Après mon diplôme, j'ai décroché un excellent poste d'analyste financière dans une grande banque de la Défense à Paris, avant de revenir à Lyon pour me rapprocher d'eux. Je pensais que mon salaire confortable allait enfin nous apporter la paix. Au lieu de cela, les demandes ont explosé.
Ce n'était plus des urgences, mais des projets. Le toit de la maison à refaire. Une nouvelle Peugeot pour que mon père puisse aller sur ses chantiers plus confortablement. Les frais de scolarité de Lucas pour une école d'art qu'il n'a jamais terminée. Je disais oui à tout. Chaque oui était un petit shoot de validation. Je me sentais utile, indispensable. J'étais la sauveuse. Je vivais dans mon petit studio à la Croix-Rousse, me contentant de meubles de seconde main, pendant que je finançais une nouvelle véranda pour la maison familiale. Je conduisais une vieille Clio pendant que je remboursais le crédit de la voiture neuve de mon père. J'étais devenu le distributeur automatique de la famille, la fille responsable qui avait tout pour elle. Sauf une vie à moi. Je me disais que c'était ça, l'amour. Le sacrifice. Je pensais que l'argent pourrait acheter son respect. Mais ce que je ne savais pas, c'est que pour ma mère, mon succès était une menace. La transition entre aider occasionnellement et subvenir à leurs besoins a été insidieuse. Après mon embauche, les demandes sont passées de « peux-tu nous dépanner ?» à « Chloé s'en occupera ». Mon salaire, qui me semblait énorme au début, a commencé à fondre sous le poids des urgences familiales. J'ai rapidement compris que mon budget personnel n'était plus vraiment le mien. Il était devenu une extension du compte en banque familiale, le filet de sécurité permanent qui leur permettait de vivre au-dessus de leurs moyens. Je me souviens d'un appel de ma mère, 6 mois après que j'ai commencé à travailler. « Chloé, chérie, ton père est épuisé. Sa vieille camionnette tombe en morceaux. Il a vu une Peugeot Partner presque neuve chez un concessionnaire. C'est un outil de travail, tu comprends. Il en a besoin. » Le prix était de 15 000 €. Une somme colossale pour moi à l'époque. Mais l'image de mon père, travaillant dur sous la pluie et le froid, avec un véhicule peu fiable, m'a brisé le cœur. J'ai contracté mon premier prêt à la consommation. Officiellement, le crédit était au nom de mon père, mais c'est moi qui effectuais les virements mensuels depuis mon compte. Chaque mois, pendant 4 ans. Il n'a jamais manqué un paiement, parce que je ne lui ai jamais laissé l'occasion de le faire. Puis il y a eu le toit. Une fuite après une grosse tempête. Le devis de l'artisan était de 8 000 €. Nous n'avons pas cette somme, Chloé, m'a dit ma mère au téléphone, sa voix pleine d'une panique calculée. La banque ne nous prêtera plus rien. Alors, j'ai vidé mon plan d'épargne logement, celui que je constituais patiemment dans l'espoir, un jour, d'acheter mon propre petit appartement. Je me suis dit que leur sécurité était plus importante que mes rêves. Lucas, mon petit frère, était un chapitre financier à lui tout seul. Son « âme d'artiste » était un prétexte pour une instabilité chronique. Il a voulu s'inscrire dans une école de design privée très chère. J'ai payé les 5 000 € de frais d'inscription. Il a abandonné au bout de 3 mois, disant que le système bridait sa créativité. L'argent était perdu, mais personne n'a osé lui faire de reproches. Quand il a eu besoin d'un nouvel ordinateur pour sa musique, c'est Chloé qui a payé. Quand il n'arrivait pas à payer son loyer, c'est Chloé qui faisait un virement discret à son propriétaire. Mes amis ne comprenaient pas, « Mais pourquoi tu fais tout ça ?» me demandait ma meilleure amie, Sophie. Ils sont adultes, non? Je répondais toujours la même chose, c'est ma famille. On se doit bien ça. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que quelque chose n'allait pas. Je voyais Sophie et mes autres amis partir en week-end, décorer leurs appartements, mettre de l'argent de côté pour de grands voyages. Moi, je regardais mes relevés de compte avec une anxiété permanente, jonglant entre mon loyer, mes propres factures, et les besoins incessants de ma famille. Le point de rupture a été la santé de mon père. Il y a 6 mois, il a fait une crise cardiaque sur un chantier. L'ambulance, les urgences, le diagnostic, plusieurs artères bouchées, une opération à cœur ouvert inévitable. Même avec la mutuelle, le reste à charge était astronomique. Les frais d'hospitalisation, le dépassement d'honoraires du chirurgien, la facture s'élevait à près de 30 000 €. Il n'y avait pas de discussion possible. C'était la vie de mon père. J'ai liquidé le peu d'actions qu'il me restait, vidé mon compte épargne jusqu'au dernier centime, et j'ai contracté un autre prêt, bien plus important cette fois. Pendant sa convalescence, j'étais là tous les week-ends. Je faisais les courses, le ménage, je m'occupais des tâches administratives. J'étais épuisée,
physiquement et mentalement, mais je tenais bon. C'est pendant une de ces visites que ma mère a mentionné son 60e anniversaire. Avec tout ça, nous n'aurons même pas les moyens de marquer le coup, a-t-elle dit d'un air abattu. Ton père le mérite tellement, après ce qu'il a traversé. La culpabilité. C'était son arme la plus puissante. Et ça a marché. Ne t'inquiète pas, maman, ai-je dit sans même réfléchir. Je m'occupe de tout. J'ai passé des semaines à chercher le restaurant parfait. Je voulais que ce soit inoubliable. Le Céleste était au-dessus de mes moyens, surtout à ce moment-là, mais je me suis dit que je ferais des heures supplémentaires. J'ai tout organisé, des fleurs au gâteau, en passant par le vin. Quand j'ai appelé ma mère pour confirmer les détails, je lui ai dit que je prenais en charge la totalité de la facture, mais que nous pourrions présenter cela comme un cadeau commun de toute la famille. Je ne voulais pas que mon père se sente redevable. C'est très généreux, Chloé, a-t-elle répondu. Mais son ton était plat, presque glacial. À l'époque, j'ai mis ça sur le compte du stress. Aujourd'hui, je sais que c'était le début de la fin. Elle ne voyait pas ma générosité. Elle voyait ma capacité à faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et elle me détestait pour ça. Je pensais que cette fête serait un nouveau départ, une reconnaissance pour tout ce que j'avais fait. En réalité, c'était un piège, parfaitement tendu. La soirée a débuté sur une note de fausse gaieté. Les enfants, Léa et Hugo, étaient excités par le décor chic du restaurant, et leur innocence a brièvement dissipé la tension que je sentais monter en moi. Mon père, Jean-Pierre, était visiblement ému d'avoir toute sa famille réunie. Il n'arrêtait pas de me remercier, de me dire à quel point cet endroit était magnifique. Chaque remerciement de sa part semblait jeter de l'huile sur le feu du ressentiment de ma mère. Le premier commentaire est venu quand j'ai suggéré de commander quelques entrées à partager. « Oh, quelle bonne idée !» s'est exclamée ma mère d'une voix un peu trop forte. Quand on est seul et sans responsabilité, on peut bien se permettre ce genre de folie. La phrase a été lancée avec un grand sourire, comme une simple plaisanterie. Mathieu a ri bruyamment. Lucas a ajouté, c'est clair, nous avec les factures et les enfants, on compte chaque euro. Seule Élise, ma belle-sœur, a semblé mal à l'aise. Elle m'a jeté un regard compatissant par-dessus la table. J'ai senti mes joues chauffer, mais j'ai gardé mon calme. Ce soir, on ne compte pas. C'est pour papa. Mon père, absorbé par le bonheur de l'instant, n'a même pas semblé remarquer l'échange. Il a levé son verre, à ma fille Chloé, qui nous gâte toujours autant. Son toast, censé être un compliment, a eu l'effet d'une provocation sur ma mère. Son sourire s'est effacé, remplacé par une expression pincée. La conversation a ensuite dérivé sur mon travail. Mon père m'a demandé des nouvelles de mon récent projet. J'ai brièvement expliqué que j'avais été promu chef de projet sur un dossier important. Une promotion. Formidable, s'est réjoui mon père. Ça veut dire une augmentation, j'imagine, a immédiatement enchaîné Mathieu. Avant que je puisse répondre, ma mère a pris la parole. Il faut bien tout cet argent pour compenser, a-t-elle dit, laissant la fin de sa phrase en suspens, lourde de sous-entendus. Et c'est là qu'elle a lancé sa première véritable attaque, plus directe, plus vicieuse. Avec un air faussement préoccupé, elle a ajouté, « Je me demande juste comment tu fais. Une jeune femme dans ce milieu de requins. J'espère juste que tu n'as pas à faire de compromis pour monter si vite les échelons. » Le silence est tombé sur la table. L'insinuation était claire et abjecte. Elle ne suggérait pas seulement que j'étais obsédée par l'argent, mais que ma réussite professionnelle était peut-être due à des faveurs, et non à mon travail acharné et à mon intelligence. C'était une gifle. Une attaque sur mon intégrité, ma dignité. J'étais sidérée. Les mots me manquaient. J'ai regardé mon père, espérant qu'il interviendrait, qu'il défendrait son honneur autant que le mien. Mais il avait l'air confus, comme s'il n'avait pas saisi la portée de l'insulte. Lucas a gloussé, pensant que c'était de l'humour. Seule Élise a réagi. Sylvie, je ne pense pas que ce soit le genre de choses à dire, a-t-elle murmuré, le visage crispé. Ma mère l'a fusillée du regard. Oh, je dis ça pour elle. Le monde du travail est impitoyable. C'était une attaque vicieuse, déguisée en observation. À ce moment-là, j'ai failli craquer.
Dites-moi, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous répondu tout de suite, au risque de ruiner la soirée d'anniversaire de votre père? Ou auriez-vous encaissé, en attendant le bon moment? Je suis vraiment curieuse de lire vos réactions dans les commentaires. J'ai choisi d'encaisser. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit d'une voix que je voulais neutre, ma seule compromission, maman, c'est de sacrifier mes week-ends pour travailler. C'est tout. La tension était palpable. Le serveur est arrivé à ce moment-là pour prendre nos commandes, offrant un répit bienvenu. Mais le mal était fait. Ma mère avait ouvert les hostilités. Elle m'avait publiquement humiliée, et personne, à part ma belle-sœur, n'avait levé le petit doigt pour me défendre. J'ai senti un froid glacial m'envahir, un sentiment de solitude absolue au milieu de ma propre famille. J'ai compris que cette soirée n'était pas une célébration. C'était une exécution. Et j'étais la condamnée. Chaque modèle était une petite coupure, mais la lame la plus profonde venait de quelqu'un d'autre, et touchait à un passé que j'essayais d'enterrer. Après l'insinuation venimeuse de ma mère sur ma promotion, l'ambiance a lutté pour retrouver une once de légèreté. Mon père a tenté de changer de sujet, parlant de ses projets de bricolage pour la retraite, mais le cœur n'y était plus. La conversation est devenue forcée, les rires sonnaient faux. C'est Mathieu, mon frère aîné, qui a remis de l'huile sur le feu, probablement sans même s'en rendre compte. Ou peut-être que si. En tout cas, Chloé, avec cette promotion, tu vas encore passer plus de temps au bureau, a-t-il lancé avec un air de faux connaisseur. Tu travailles trop. C'est pas étonnant que tu sois toujours toute seule. Il faut savoir lever le pied. Il a ensuite regardé Élise comme pour chercher son approbation. Puis il a ajouté la phrase qui a fait déborder le vase, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché avec Julien. Le pauvre, il ne devait jamais te voir. Julien. Mon ex. Notre rupture était encore une plaie à vif. Et que mon propre frère jette du sel dessus, devant toute la famille, était d'une cruauté sans nom. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, une boule se formait dans ma gorge. J'ai fixé mon assiette, priant pour devenir invisible. Et c'est là que tout s'est connecté dans mon esprit. Un souvenir, une conversation anodine d'il y a quelques semaines, a refait surface avec une clarté aveuglante. J'étais passée prendre un café avec Élise, et son amie Isabelle nous avait rejointes. Isabelle et moi avions quelques amis en commun, dont un qui était proche de Julien. Au détour de la conversation, elle avait lâché une bombe sans s'en rendre compte. C'est drôle, avait-elle dit, l'autre jour, je parlais à Marc, et il me disait que Julien était vraiment mal après votre rupture. Apparemment, il avait l'impression que tu le méprisais, que tu pensais que sa carrière n'était pas assez prestigieuse pour toi. J'étais tombée des nues. Quoi? C'est absolument faux. Je l'ai toujours soutenu. Isabelle avait haussé les épaules. Je ne sais pas, c'est ce qu'il a dit. Il a même raconté qu'il avait eu une conversation révélatrice avec ta mère un peu avant que vous ne rompiez. Apparemment, elle lui aurait ouvert les yeux sur tes vraies priorités, point. Sur le moment, j'avais trouvé ça étrange, mais je n'y avais pas vraiment cru. Ma mère n'aimait pas particulièrement Julien, je le savais, mais de là à saboter activement ma relation, ça me paraissait impensable. Mais ce soir, au restaurant, en entendant Mathieu ressortir la même rengaine, en voyant le sourire satisfait de ma mère, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un plan. Ma mère n'avait pas seulement profité de ma générosité. Elle avait activement œuvré à m'isoler, à s'assurer que je reste seule, sans personne d'autre sur qui compter, pour mieux me garder sous sa coupe, pour que je reste son portefeuille sur pattes. La réalisation m'a frappée avec la violence d'un poing en pleine figure. J'ai relevé la tête et j'ai regardé ma mère. Elle soutenait mon regard, un éclair de triomphe dans ses yeux. Elle savait que j'avais compris. Et elle s'en fichait. Vous pouvez imaginer ça? Votre propre mère, agissant dans votre dos pour détruire votre vie amoureuse, pour vous maintenir dans un état de solitude et de dépendance affective et financière. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. La tristesse a laissé place à une rage froide, une colère pure et dévastatrice. J'ai compris que je n'avais pas affaire à une mère maladroite ou jalouse. J'avais affaire à une ennemie. Tu sais quelque chose à ce sujet, maman, ai-je demandé,
ma voix tremblante de fureur contenue. Elle a feint l'innocence. De quoi tu parles, ma chérie? Mais son regard la trahissait. À ce moment-là, je savais que la soirée ne se terminerait pas par des sourires et des photos de famille. C'était devenu bien plus qu'une simple dispute. C'était une guerre. Et je n'avais plus l'intention de perdre. Les plats principaux sont arrivés, mais je n'avais plus faim. Je pouvais à peine respirer. Je regardais les visages autour de la table, mon père inconscient du drame, mes frères complices par leur silence, et ma mère, la grande manipulatrice. Et puis, le moment des cadeaux est arrivé. Je savais que le mien allait être le point de non-retour. C'était mon dernier geste d'amour, ma dernière tentative de recevoir une miette de reconnaissance. Mais je savais aussi qu'il serait interprété comme une arme, une provocation. Et j'étais prête. Et puis, le moment des cadeaux est arrivé. Le mien était la dernière allumette avant l'incendie. Après les plats principaux, que j'ai à peine touchés, Élise a annoncé avec un enthousiasme un peu forcé, c'est l'heure des cadeaux. Elle essayait désespérément de sauver la soirée, de ramener un semblant de normalité. Les enfants ont applaudi, tout excités. Mathieu et Élise ont offert à mon père un beau livre sur les vignobles de Bourgogne et un polo de marque. Lucas lui a donné une photo encadrée d'eux lors d'une partie de pêche, un souvenir simple mais touchant. Mon père était ravi, remerciant chacun chaleureusement. Son visage s'était un peu détendu, le bonheur d'être entouré des siens l'emportant momentanément sur la tension ambiante. J'avais gardé mon cadeau pour la fin. J'étais nerveuse, pas à cause du prix, mais à cause de la réaction que j'anticipais. J'ai fait glisser la petite boîte en velours bleu sur la nappe blanche. C'est pour toi, papa. Il l'a ouverte délicatement. Ses yeux se sont écarquillés. Un hoquet de surprise lui a échappé. À l'intérieur, reposant sur un coussin de soie, se trouvait la montre Tissot qu'il convoitait depuis des mois. Nous étions passés devant la vitrine d'un horloger quelque temps avant son opération, et il s'était arrêté longuement, le nez collé à la vitre, admirant son design classique et son bracelet en cuir. Un jour, peut-être, avait-il soupiré, sachant pertinemment qu'il ne se l'offrirait jamais. Chloé, a-t-il murmuré, les larmes aux yeux. C'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter. Bien sûr que si, tu peux, ai-je répondu d'une voix douce mais ferme. Tu as travaillé dur toute ta vie, papa. Tu mérites d'avoir de belles choses. Je l'ai aidé à l'attacher à son poignet. Elle était parfaite. Il la regardait, ému, tournant son bras pour admirer les reflets sur le cadran. Merci, ma puce. Je la garderai précieusement, toujours. Son émotion était sincère. Mais en levant les yeux, j'ai vu que mon cadeau avait eu l'effet d'une bombe. Le silence s'est à nouveau installé, mais cette fois, il était chargé d'envie et de ressentiment. Les autres cadeaux semblaient soudainement bien modestes en comparaison. Waouh, Chloé! C'est une sacrée montre, a sifflé Lucas, incapable de cacher sa stupéfaction. Mathieu la scrutait avec une jalousie évidente. Ça a dû te coûter un bras. Tu dois vraiment bien gagner ta vie. Le prix n'a pas d'importance, ai-je coupé court. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. J'avais, sans le vouloir, étalé ma réussite financière. Et c'est le moment que ma mère a choisi pour porter le coup de grâce. Son visage s'était durci, ses yeux brillaient d'une lueur froide et calculatrice. Elle a attendu que tous les regards soient tournés vers elle. Puis, avec une voix mielleuse, dégoulinante de fausse compassion, elle a dit, « Eh bien, je suppose que quand on n'a ni mari ni enfant à charge, on peut se permettre de jeter son argent par les fenêtres comme on veut. » La violence de l'attaque m'a coupé le souffle. Ce n'était plus une insinuation, c'était une condamnation. Elle ne se contentait pas de dénigrer mon cadeau, elle me renvoyait à ma solitude, à ma vie de femme célibataire et sans enfant, comme si c'était un échec personnel, une tare. Sylvie, ça suffit, a grondé mon père, sortant de sa torpeur. Chloé m'a fait un cadeau magnifique, et je lui en suis reconnaissant. Mais ma mère était lancée. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle avait ruminé cette haine pendant des années, et maintenant, tout débordait. « Oh, je suis sûre que tu es reconnaissant, Jean-Pierre, a-t-elle rétorqué, son venin se répandant sur la table. Elle s'est tournée vers moi, et chaque mot était une gifle. Chloé a toujours été très douée pour acheter l'affection des gens.
Acheter l'affection. Ces deux mots ont résonné dans le silence. L'implication était monstrueuse. Ma générosité n'était pas de l'amour, mais une manipulation. Tous mes sacrifices, tout l'argent que j'avais versé pendant des années, n'était qu'une tentative pathétique d'acheter ma place dans cette famille. Ce n'est pas juste, ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant plus qu'un murmure étranglé. Pas juste, a-t-elle ricané, son masque de respectabilité tombant pour de bon, révélant un visage hideux de jalousie. Tu étales ton argent comme si tu nous faisais une faveur immense, mais tout ce que tu fais, c'est nous rabaisser, nous faire sentir petits et misérables. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai payé pour l'opération qui a sauvé la vie de son mari. J'ai payé pour le toit qui la protège de la pluie. Je payais pour le dîner même qu'elle était en train de manger. Et elle osait m'accuser de la faire sentir petite? La rage a submergé le chagrin. Petit, ai-je répété, ma voix montant d'un cran. C'est moi qui ai payé l'opération de papa. C'est moi qui couvre vos fins de mois depuis 2 ans. C'est moi qui paie cette addition ce soir. Ça y est. La vérité sort enfin, a-t-elle crié, triomphante. Tu comptes chaque centime, n'est-ce pas? Chaque service est noté dans ton petit carnet pour nous le ressortir à la figure. Elle s'est penchée en avant, son visage déformé par la haine, et a chuchoté la phrase qui allait tout sceller. La phrase qui allait me libérer. Tu veux savoir ce que je pense vraiment, Chloé? Je pense que tu es pathétique. Puis, elle a ajouté en riant, un rire sec et cruel, de toute façon, tu ne fais même pas partie de cette famille. Et le monde s'est arrêté de tourner. Tu ne fais même pas partie de cette famille. Les mots ont flotté dans l'air, suspendus dans un silence assourdissant. Autour de la table, tout le monde était figé. Le visage de mon père était livide, sa bouche légèrement ouverte par le choc. Mathieu et Lucas regardaient ma mère avec incrédulité, comme s'ils la voyaient pour la première fois. Élise avait instinctivement couvert les oreilles de sa fille, Léa. Seule ma mère semblait soulagée, presque triomphante. Elle l'avait enfin dit. La pensée qu'elle nourrissait en secret depuis des années était enfin sortie. Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais m'effondrer. Que j'allais éclater en sanglots, valider son image de moi comme une femme faible et pathétique. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Une vague de calme glacial a submergé la rage et le chagrin. C'était la clarté. La clarté absolue et douloureuse de la vérité. Toutes ces années de sacrifice, mon petit studio meublé avec des articles de seconde main, ma vieille Clio qui toussait chaque matin, les vacances que je n'avais jamais prises, ma rupture avec Julien, tout ça pour des gens qui me considéraient comme une étrangère. Une simple ressource financière. Un distributeur de billets avec un visage familier. J'ai vu ma mère me regarder, attendant ma réaction. Elle s'attendait probablement à des larmes, à une crise de nerfs qui lui aurait permis de me faire passer pour l'hystérique de service. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que je fasse. Lentement, avec une main parfaitement stable, j'ai attrapé mon verre de vin. Je l'ai soulevé à la hauteur de mes yeux, comme pour porter un toast. Le geste l'a surprise. J'ai vu une lueur de confusion passer dans son regard. J'ai planté mes yeux dans les siens. Parfait, ai-je dit. Ma voix était calme, nette, et portait dans le silence du restaurant. Puis j'ai ajouté les mots qui ont fait basculer le pouvoir. Alors, ne me demandez plus un centime. L'impact a été immédiat et dévastateur. Le triomphe sur le visage de ma mère s'est évaporé, remplacé par une panique naissante. Pour la première fois, elle semblait réaliser les conséquences de ses paroles. Elle venait de tuer la poule aux œufs d'or. Chloé, a-t-elle commencé, sa voix soudainement moins assurée. J'ai levé ma main libre pour l'interrompre. Non, maman. Tu as parfaitement raison. Si je ne fais pas partie de cette famille, alors je n'ai aucune obligation envers cette famille. J'ai pris une gorgée de vin, savourant le goût du côte rôti et la peur grandissante sur le visage de ma mère. Chloé, ma chérie, ta mère ne le pensait pas, a balbutié mon père, retrouvant enfin sa voix. Elle est juste contrariée. Vraiment, maman? Tu ne le pensais pas, ai-je demandé avec une douceur trompeuse. Parce que ça sonnait très sincère. Ça sonnait comme quelque chose que tu penses depuis très, très longtemps. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'ai continué,
ma voix gagnant en force à chaque mot. Parce que si je ne fais pas partie de la famille, alors je devrais probablement arrêter de payer les dîners de famille, comme celui-ci. Je devrais arrêter de couvrir les mensualités de la maison. Les factures médicales. Les réparations de voitures. L'assurance de Lucas. Les études qu'il n'a pas finies. À chaque élément que je listais, les visages de mes frères se décomposaient. Ils commençaient enfin à comprendre l'ampleur de mon soutien, l'étendue de leur dépendance. Je devrais probablement arrêter de prendre des appels en panique au milieu de la nuit parce que quelqu'un a un besoin d'argent urgent. Je devrais arrêter de faire des heures supplémentaires pour combler les déficits de tout le monde. Je me suis tournée vers ma mère. Je devrais commencer à vivre comme la personne égoïste et obsédée par l'argent que tu sembles croire que je suis. Chloé, s'il te plaît, a-t-elle murmuré, sa voix n'étant plus qu'un filet. Mais j'étais un barrage qui avait cédé. 6 ans de ressentiment contenu se déversaient. Tu sais ce qui est drôle, maman? Tu as raison sur une chose. Je compte. Oh oui, je compte. Alors, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. J'ai regardé chaque membre de ma famille dans les yeux. 30 000 € pour l'opération et les soins de papa. 15 000 € de mensualité de crédit immobilier ces 2 dernières années. 8 000 € pour la voiture de Mathieu quand la sienne a été saisie, chose dont Élise n'est probablement même pas au courant. J'ai vu Élise tourner un regard choqué vers son mari. 5 000 € pour l'école d'art de Lucas. 8 000 € pour le toit. 3 000 pour la chaudière l'hiver dernier. Ce dîner, ce soir? Probablement 800 €, vin compris. Payé par quelqu'un qui ne fait même pas partie de la famille, point. Le silence était total. Même les autres clients du restaurant s'étaient tus, captivés par le drame. J'étais juste en colère, je ne le pensais pas vraiment. A tenté ma mère. Tu le pensais, ai-je affirmé. Et tu sais quoi? Tu avais raison. J'ai essayé d'acheter votre amour. J'ai essayé de gagner ma place à coups de virement bancaire. Mais on ne peut pas acheter quelque chose qui n'a jamais été à vendre. Sur ces mots, je me suis levée, mes jambes étonnamment solides. J'ai fait signe au serveur. Il s'est approché, prudent. Je suis désolé pour la scène, lui ai-je dit à voix basse. Pourriez-vous, s'il vous plaît, retirer ma carte de crédit de la note finale et m'apporter une addition séparée, juste pour ma part? Le visage de ma mère est passé du blanc au gris. La réalité de la situation venait de la frapper en plein fouet. Ce n'était pas juste un dîner. C'était la fin de tout. Le serveur, visiblement mal à l'aise mais professionnel, a hoché la tête et s'est éclipsé. Le reste de ma famille me regardait comme si j'étais une étrangère qui venait de commettre un acte de trahison ultime. C'était Tom, le pragmatique, qui a compris le premier l'ampleur du désastre financier qui s'annonçait. Chloé, attends, a-t-il dit, une lueur de panique dans les yeux. Maman a dépassé les bornes, on est tous d'accord. Mais on peut arranger ça. Ne fais pas ça. Arranger quoi, Mathieu, ai-je demandé, ma voix dénuée de toute émotion. Ce qui vient de se passer ce soir n'est pas un accident. C'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond. C'est ce que vous pensez tous, n'est-ce pas? Je suis juste la fille riche et un peu pathétique qui paie pour avoir le droit de s'asseoir à votre table. Lucas, quant à lui, était probablement en train de faire un calcul mental rapide de toutes les fois où il avait fait appel à moi. Son job à mi-temps dans un magasin de musique couvrait à peine son loyer. Allez, Chloé, a-t-il tenté avec un rire forcé qui sonnait creux. C'est une dispute de famille. Ça arrive. Ça ne veut rien dire. Au contraire, Lucas. Ça veut tout dire, ai-je rétorqué. Ça veut dire que je sais enfin où est ma place. Et elle n'est pas ici. Mon père s'est levé, le visage ravagé par le chagrin. Ta mère est sous pression en ce moment. Ma santé, les factures? Elle ne pense pas ce qu'elle dit. J'ai senti une pointe de douleur pour lui. Il était pris entre deux feux. Papa, ai-je dit doucement. Les factures que j'ai payées. La pression financière que j'ai soulagée pendant des années. Maman n'est pas en colère à cause de l'argent. Elle est en colère parce que j'existe, parce que ma réussite met en lumière ce qu'elle considère comme ses propres échecs. J'ai regardé ma mère. Elle pleurait maintenant,
des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues maquillées. Mais je ne ressentais aucune pitié. L'heure de la pitié était passée. Le serveur est revenu avec mon addition séparée et a posé le reste, une note bien plus conséquente, au centre de la table. J'ai vu le regard horrifié de mes frères en apercevant le total. Je ne peux pas payer ça, a murmuré Lucas. Nous non plus, a ajouté Mathieu en regardant Élise. J'ai sorti de mon sac à main assez d'argent liquide pour payer ma part, en ajoutant un généreux pourboire. Voilà. C'est exactement de ça que je parle, ai-je dit en posant les billets sur la table. Pendant 6 ans, j'ai été la solution à ce genre de problème. Mais comme je ne fais pas partie de la famille, ce n'est plus mon problème. Chloé, je t'en prie. J'ai eu tort, a sangloté ma mère. J'étais en colère, j'ai dit n'importe quoi. Tu ne peux pas abandonner ta famille pour une seule erreur. Une erreur, ai-je répété, incrédule. Maman, ce n'était pas une erreur. C'était un moment de vérité. Tu as enfin dit tout haut ce que tu pensais tout bas depuis des années. J'ai pris mon sac et me suis dirigée vers la sortie. Mon père m'a attrapé par le bras. Ne pars pas comme ça. C'est mon anniversaire. Je me suis retournée et je l'ai serré dans mes bras. Joyeux anniversaire, papa. J'espère que la montre te plaira. Je l'ai embrassé sur la joue. Je t'aime. Mais je ne peux plus continuer à prétendre qu'envoyer de l'argent équivaut à être aimé. Je me suis dégagée doucement. J'ai jeté un dernier regard à la table. J'espère que vous trouverez un moyen de payer l'addition. Et tout le reste, aussi. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et je suis partie, traversant le restaurant sous les regards curieux des autres clients. En poussant la porte et en sentant l'air frais de la nuit lyonnaise sur mon visage, je n'ai pas ressenti de tristesse. Ni de culpabilité. Juste un incroyable soulagement. Pour la première fois depuis 6 ans, j'étais libre. Le trajet de retour vers mon appartement a été surréaliste. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je n'arrive. Mon père. Mathieu. Lucas. Je les ai tous laissés partir sur la messagerie. En rentrant chez moi, mon petit studio m'a paru différent. Plus grand. Plus lumineux. C'était mon espace. Payé avec mon argent. Libre de toute obligation. Le lendemain, le barrage de messages a continué. Mon père me suppliait de revenir, ma mère était inconsolable. Mathieu paniquait à l'idée de devoir réellement gérer son budget. Lucas se plaignait déjà d'être ruiné. Mais le message le plus révélateur venait de ma mère. Il n'y avait pas de remords pour la douleur causée, seulement de la panique face aux conséquences financières. Chloé, il faut qu'on parle. Les factures de l'opération de ton père ne sont pas les seules dettes. Sans ton aide, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je suis désolée. Désolée pour les conséquences, pas pour les mots. J'ai effacé le message. Une semaine plus tard, j'ai réservé un billet d'avion pour la Corse. Première classe. Un hôtel de luxe avec vue sur la mer. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je dépensais mon argent pour moi, sans aucune culpabilité. Pendant que je prenais un bain de soleil sur une plage de Porto Vecchio, j'ai reçu un appel d'Élise. Chloé, je voulais juste te dire que tu as bien fait. Sa voix était tendue. Mathieu m'a menti sur nos finances pendant des années. Apparemment, il comptait sur toi pour combler les trous. Il doit apprendre à être un adulte. Nous devons apprendre. Ces mots ont été une validation inattendue et puissante. Mon téléphone n'a pas sonné pendant le reste de mes vacances. Le silence était assourdissant. Et magnifique. De retour de Corse, bronzée et reposée, je me sentais comme une nouvelle personne. Le monde semblait différent, plus léger. Ne plus avoir le poids des problèmes financiers de ma famille sur mes épaules était une libération que je n'aurais jamais imaginée. Cette nouvelle énergie s'est immédiatement répercutée sur mon travail. Libérée du stress constant et des interruptions téléphoniques angoissantes, ma concentration était décuplée. Ma performance a grimpé en flèche. 3 mois après le fameux dîner, j'ai obtenu une nouvelle promotion, avec des responsabilités et un salaire encore plus important. L'ironie était délicieuse. Mais le changement le plus profond se passait à l'intérieur.
J'ai finalement pris le temps de m'occuper de moi. J'ai commencé une thérapie, une chose que je repoussais depuis des années, trop occupée à gérer les crises des autres pour affronter les miennes. Ma thérapeute, une femme brillante et perspicace nommée Docteur Martin, m'a donné les clés pour comprendre la dynamique toxique dans laquelle j'avais baigné toute ma vie. Chloé, vous avez joué le rôle de « l'enfant parentifié », m'a-t-elle expliqué lors d'une séance. Dès votre adolescence, vous avez endossé des responsabilités d'adulte qui n'étaient pas les vôtres. Vous êtes devenu le pilier émotionnel et financier de vos propres parents. Elle a continué, le ressentiment de votre mère, Sylvie, vient probablement du fait que votre compétence et votre succès mettaient en lumière ses propres sentiments d'échec et d'impuissance. En vous rabaissant, elle essayait de rétablir un équilibre de pouvoir qui lui était plus favorable, celui de la mère toute-puissante et de l'enfant redevable. Ces mots ont été à la fois douloureux et incroyablement libérateurs. Ce n'était pas ma faute. Je n'étais pas pathétique, obsédée par l'argent. J'étais une survivante d'un système familial dysfonctionnel. J'ai commencé à reconstruire mon estime de moi, non pas sur ma capacité à sauver les autres, mais sur ma propre valeur intrinsèque. Pendant ce temps, les conséquences de mon retrait financier continuaient de se faire sentir pour ma famille. Les appels paniqués avaient cessé, remplacés par un silence tendu. J'ai appris par Élise, avec qui je gardais un contact distant mais cordial, que mes parents avaient dû mettre en place un budget très strict. Mon père avait repris quelques petits chantiers en consultant pour compléter sa retraite. Mathieu et Élise suivaient une thérapie de couple et avaient commencé à parler honnêtement d'argent pour la première fois de leur mariage. Lucas avait trouvé un travail à plein temps comme vendeur dans un grand magasin. Ils luttaient, mais ils apprenaient. Ils grandissaient. 6 mois après le dîner, une lettre est arrivée. L'écriture sur l'enveloppe était celle de ma mère. Mon cœur s'est serré. J'ai laissé la lettre sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 jours, la regardant avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Finalement, un soir, avec un verre de vin à la main, je l'ai ouverte. C'était 5 pages, écrites d'une traite. Ce n'était pas une lettre d'excuses larmoyante et manipulatrice. C'était une confession. Chère Chloé, commençait-elle. Je sais que je n'ai aucun droit de m'attendre à ce que tu lises ceci, et encore moins à ce que tu y répondes. Mais je dois essayer de t'expliquer, et surtout, de te présenter des excuses pour les choses horribles que je t'ai dites. Elle m'a raconté qu'elle et mon père avaient également commencé une thérapie. Elle a parlé de ses propres insécurités, de son sentiment d'être une mère inadéquate, surtout en me voyant réussir là où elle avait l'impression d'avoir échoué. J'étais jalouse de toi, Chloé, écrivait-elle. Jalouse de ton indépendance, de ton succès, de ta capacité à résoudre des problèmes qui nous laissaient, ton père et moi, complètement démunis. Au lieu d'être fière de la femme forte que j'avais élevée, je t'en ai voulu d'être tout ce que je sentais que je n'étais pas. Elle a reconnu les années de soutien financier et les sacrifices que cela m'avait coûté. Je sais maintenant que chaque euro que tu envoyais représentait des heures de ta vie, des opportunités que tu as laissées passer, des rêves que tu as reportés. Et au lieu d'être reconnaissante, j'étais pleine de ressentiment. J'ai transformé ta générosité en une arme contre toi, et je ne me le pardonnerai jamais. La phrase qui m'a le plus touchée était la suivante: je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai dit. Je ne peux pas annuler des années à te faire sentir que ton amour n'était pas suffisant. Mais je veux que tu saches que j'ai compris maintenant. Tu n'as jamais essayé d'acheter notre amour. Tu essayais simplement de montrer le tien. Elle a terminé sa lettre non pas par une demande, mais par une promesse. Je n'attends pas ton pardon. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant. Mais je te promets que si jamais tu décides de me donner une autre chance, je passerai le reste de ma vie à essayer d'être la mère que tu as toujours méritée. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Des larmes de tristesse pour les années perdues, mais aussi des larmes de soulagement. C'était un début. Un vrai début. J'ai pris une semaine pour réfléchir avant de lui répondre. Ma réponse fut courte et mesurée. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté, que j'étais heureuse qu'elle travaille sur elle-même. Mais j'ai ajouté que j'avais besoin de plus de temps. Que si nous devions reconstruire une relation, elle devrait être basée sur des fondations entièrement nouvelles. Je pensais qu'il faudrait des années avant que nous puissions nous faire face à nouveau. Mais un appel téléphonique au milieu de la nuit allait tout changer.
Un an presque jour pour jour après le dîner d'anniversaire, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. C'était mon père. Sa voix était brisée. Chloé, c'est ta mère. Elle a fait une crise cardiaque. Mon sang s'est glacé. Toutes les barrières que j'avais érigées, toute la distance que j'avais mise, se sont effondrées en un instant. Ma première pensée, mon premier réflexe conditionné a été « Est-ce que vous avez ce qu'il faut ? L'assurance va-t-elle tout couvrir ? Avez-vous besoin d'argent ? » Mais je me suis arrêtée. Ce n'était plus mon rôle. J'ai pris une profonde inspiration. « Comment vas-tu, papa ? Toi, comment tu tiens le coup ? » Il a éclaté en sanglots. « J'ai peur, Chloé. Et je n'arrête pas de penser à cette année perdue. La vie est trop courte pour ça. » Je suis allée à l'hôpital. En voyant mon père dans le couloir, l'air si vieux et si fatigué, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Il m'a serré dans ses bras si fort que j'ai eu du mal à respirer. « Merci d'être venu, a-t-il murmuré. Ma mère était réveillée quand je suis entrée dans sa chambre. Elle semblait plus petite, plus fragile dans ce lit d'hôpital. L'année écoulée l'avait changée, tout comme elle m'avait changé. Il y avait une nouvelle douceur dans ses yeux, une absence de cette dureté que je lui avais toujours connue. « Chloé, a-t-elle dit doucement. Je n'étais pas sûre que tu viendrais. Tu es ma mère, ai-je répondu simplement. Bien sûr que je suis venue. Nous avons parlé pendant 1 heure, prudemment, en évitant les sujets minés du passé. Elle m'a posé des questions sur mon travail, sur ma vie. J'ai posé des questions sur sa convalescence, sur les recommandations des médecins. C'était maladroit, mais c'était réel. Ce n'était pas la grande réconciliation hollywoodienne que l'on voit dans les films, mais c'était un début. Alors que je me préparais à partir, elle a attrapé ma main. « Je n'arrête pas de penser à ce que j'ai dit ce soir-là, a-t-elle avoué, les larmes aux yeux. Que tu ne faisais pas partie de la famille. C'est la chose la plus cruelle et la plus fausse que j'ai jamais dite. Tu n'es pas juste une partie de cette famille, Chloé. Tu en es le cœur. » Cette fois, les larmes qui ont coulé sur mes joues étaient des larmes de reconnaissance. J'étais enfin vue. Les mois suivants ont été une lente reconstruction. Nous avons repris les dîners de famille, mais les règles avaient changé. Chacun contribuait, que ce soit en apportant un plat ou en participant financièrement. J'aidais quand je le choisissais, pas parce que c'était attendu. Ma mère et moi avons même fait quelques séances de thérapie ensemble. C'était un travail difficile, mais nécessaire. Pour le 61e anniversaire de mon père, il a eu une idée folle, retourner au céleste. J'étais hésitante, mais il a insisté. C'est là que tout s'est brisé, a-t-il dit. C'est là que nous devons commencer à réparer. Cette fois, l'atmosphère était différente. Plus calme, plus humble. Au moment de l'addition, Mathieu a sorti sa carte de crédit. C'est pour moi ce soir. Lucas a insisté pour laisser un généreux pourboire. Nous avons partagé la note, comme une vraie famille. Alors que nous levions nos verres pour trinquer, Lucas, avec sa maladresse habituelle, a lancé, au moins, cette année, personne n'a une montre à 3 000 € au poignet pour nous faire sentir comme des pauvres. Un silence gêné est tombé. Les vieux démons n'étaient jamais loin. Mais cette fois, la réaction a été différente. Mon père a posé sa main sur le bras de Lucas et a dit gentiment, « Fiston, nous avons appris à ne plus parler comme ça. Nous avons tous de la valeur, peu importe ce qu'il y a sur notre compte en banque. » Ma mère m'a regardé par-dessus la table, un regard plein de regret et d'amour. J'ai hoché la tête, un petit sourire aux lèvres. Ce n'était pas parfait. Mais c'était notre famille. Une famille en reconstruction, pleine de cicatrices, mais enfin honnête. L'action de partir ce soir-là n'était pas un acte de cruauté. C'était un acte d'amour. Un amour pour moi-même, d'abord, mais aussi un amour pour eux. En refusant de continuer à alimenter un système toxique, je leur ai donné une chance de changer. Je les ai forcés à grandir. Mon histoire est celle-ci. Et la vôtre ? Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour vous protéger, même si cela signifiait blesser des gens que vous aimez ? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver le courage de fixer ses propres limites. Parfois,
l'acte le plus aimant que l'on puisse faire est de refuser de participer à un drame familial. C'est s'aimer assez pour exiger le respect. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de dire stop. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.